bienvenue sur Novac TV, le média de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, au sommaire de Novactuel, le magazine de l'innovation, nourrir 9 milliards d'humains, première partie d'une émission en 2 temps. Et dans cette première partie, on va procéder à la fois à un état des lieux et parler des enjeux. Et on va le faire avec 4 invités. Philippe Mauguin, bonjour. Vous êtes PDG de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. À vos côtés, Sarah Singla, bonjour. Bonjour. Agricultrice en Aveyron, vous êtes ingénieure agronome et fondatrice d'une association qui s'appelle Clé de Sol. Sol, pas comme la musique, sol comme les sols. On va en parler évidemment. À vos côtés, Marc Dufumier, bonjour. Bonjour. Ingénieur agronome, auteur de plusieurs ouvrages, dont L'agroécologie peut nous sauver, c'est chez Actes Sud, mais également De la terre à l'assiette chez Alary Éditions. Ça, c'était en 2019. Et puis, je le salue et le remercie d'être avec nous. Serge Morand, bonjour. Bonjour à vous. En duplex de Thaïlande, vous êtes directeur de recherche au CNRS et également vous travaillez au CIRAD, qui est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Vous aussi, vous avez publié plusieurs ouvrages. Il y a toujours le mot peste dans le titre de vos ouvrages. Alors le dernier, c'était L'homme, la faune sauvage et la peste chez Fayard en 2020, mais il y avait eu précédemment La prochaine peste, une histoire globale des sociétés et de leurs épidémies, également chez Fayard en 2018. Premier temps donc, état des lieux et enjeux. Ma première question à vous 4, elle reprend finalement le titre de cette émission, Nourrir 9 milliards d'humains. Est-ce que c'est possible en l'état? Et le moment important de la question, c'est en l'état. C'est vrai, quand on regarde la situation actuelle de la planète et qu'on fait des projections, toutes choses égales par ailleurs, en 2050, on peut se dire que c'est une équation impossible. Si on passe de 8 milliards à entre 9 et 10 milliards d'habitants, avec les mêmes comportements alimentaires, avec la poursuite de la déforestation, avec le recul, le grignotage des terres agricoles, lié à l'urbanisation, lié à l'artificialisation générale, on voit que c'est quand même très difficile de produire autant, voire plus, de nourriture dans des conditions où, pour les agriculteurs, le dérèglement climatique, qui a déjà contribué à limiter les rendements, sera encore plus fort, et dans des conditions où les consommateurs et les citoyens refuseront de plus en plus les intrants chimiques qui ont été mobilisés jusqu'ici. Les intrants chimiques, c'est les engrais. Les engrais, les produits phytosanitaires qui ont été, entre guillemets, très utiles à une époque pour augmenter la production. C'est de plus en plus compliqué. Et donc, si on mettait bout à bout tous ces éléments-là, on n'y arrive pas. On voit que ça serait difficile. Sarah Singla, même point de vue? Personnellement, je pense que c'est possible. C'est simplement que produire plus, aujourd'hui, on y arrive, par de nouvelles techniques qui sont d'ores et déjà mises en place chez nous, agriculteurs, comme l'agriculture de conservation, où on peut arriver à produire 2 fois par an, là où à l'époque on produisait encore qu'1 fois par an, notamment en couvrant les sols, que ce soit pendant l'été ou pendant l'hiver. Donc la question de la production, à mes yeux, elle n'est pas forcément là, ce sera surtout la question de la distribution des ressources ensuite. Puisqu'arriver à produire plus, on y arrive aujourd'hui, en faisant de l'intensification écologique. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire on va produire ou protéger l'environnement, on peut faire les deux à la fois. On peut à la fois produire de la nourriture tout en continuant à protéger l'environnement, en améliorant la biodiversité. Et c'est ce que nous demandent aujourd'hui les citoyens. Mais on ne peut pas le faire partout et on ne peut pas le faire pour tout le monde en l'état. Marc Dufumier, pour nuancer un petit peu, il faut savoir qu'il y a excédent de nourriture aujourd'hui disponible sur le marché mondial. C'est la pauvreté, c'est-à-dire c'est des gens qui sont trop pauvres, y compris en France. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur, c'est pas parce que la France ne produit pas assez, c'est parce que leur revenu est insuffisant. C'est vrai pour les gens dans les bidonvilles du Brésil, les gens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant, aujourd'hui ont perdu leur emploi et n'arrivent pas à acheter le maïs, le soja qui nourrit nos cochons, qui nourrit nos volailles. Donc cet excédent de nourriture, il sert pour une part à nourrir des animaux, peut-être un peu en surnombre, et aussi à servir de biocarburant, d'agrocarburant. C'est-à-dire que plutôt que de donner à manger à des gens qui sont trop pauvres pour l'acheter, on donne à boire à nos voitures. Donc, premier constat, il y a excédent de nourriture. Vous savez qu'il faut 200 kilos de céréales. Voilà, je voulais que vous citiez ce chiffre. Voilà, 200 kilos par habitant et par an de céréales, ou son équivalent sous la forme pomme de terre, manioc, igname, banane, plantain, pour nourrir correctement, modestement, j'en conviens, mais quand même avec des protéines animales,
nourrir correctement quelqu'un. La production mondiale est déjà de 330. Voilà. Donc, et c'est cet excédent de 130 qui sert à nourrir des cochons, des volailles, peut-être en surnombre, et les biocarburants. Et merci d'avoir cité ce chiffre-là de 220 versus 300, parce qu'il est quand même très spectaculaire. On se rend compte que ce n'est pas une petite différence, c'est 50% de plus. On termine ce premier tour de table. Serge Morand, en complément de ce qui a été dit précédemment. Oui, en complément et très rapidement, moi je pense qu'aussi qu'on est capable de mal nourrir la planète, c'est-à-dire de continuer comme on fait jusqu'à présent avec des gens sous-nutris et des gens qui sont mal nourris, avec une crise de l'obésité, une crise de toutes les maladies cardiovasculaires, donc de la santé, donc avec des prix environnementaux, des coûts pour les environnementaux terribles, avec des coûts pour les agricultures et les élevages familiaux, notamment dans les pays du Sud, mais pas que, même en Europe, avec des coûts importants pour le bien-être animal et puis finalement pour notre santé à tous, humains et non humains. Alors, je voudrais qu'on tire on est capable de continuer. On est capable de continuer dans le pire. Je voudrais qu'on tire ce fil-là. Je peux vous laisser la parole, Serge Morand. Je reviendrai. Vous vouliez réagir? Je voulais réagir parce que finalement, le premier tour de table, à mon avis, montre qu'à votre question, si tout continuait comme avant, est-ce qu'on y arriverait? Je continue à dire que non. On n'y arrivera pas, mais je ne suis pas en désaccord avec Sarah. Il y a des solutions à mobiliser. Ça, on va en parler, bien sûr. On va en reparler ensuite. Mais c'est vrai que la projection, si nos amis chinois et d'autres pays émergents continuent de progresser dans la consommation et s'alignaient sur le modèle nord-américain de consommation de viande, on a des vraies difficultés pour boucler. Et alors, Marc Dufumier a raison de le dire, on a une partie disponible d'offres alimentaires qui est mal utilisée. On a du gaspillage alimentaire aussi dans les pays du Nord. Alors pareil, on va pas s'enivrer de chiffres, mais je veux bien que vous citiez un ou deux chiffres là-dessus, parce qu'ils sont spectaculaires sur le gaspillage. On estime, et ça va se rajouter aux chiffres de Marc Dufumier, c'est pas à l'intérieur, c'est en plus. 30% de gaspillage alimentaire dans les pays du Nord, essentiellement au niveau de la transformation de la distribution et des consommateurs. C'est tous les produits alimentaires qu'on achète, qu'on ne consomme pas, à différents états de la chaîne, et à peu près 30% de produits agricoles perdus après la récolte dans les pays du Sud, faute d'infrastructures, de stockage, faute de filières organisées. Donc 30% de biomasse, c'est pas exactement la même chose en produits agricoles ou alimentaires, mais quand même gaspillé et perdu, en plus des mésusages et de la non-optimisation de l'offre alimentaire. Donc c'est là-dessus qu'on peut se dire que l'équation impossible que j'évoquais au début devient solvable. Elle est solvable. Alors on va évidemment tirer le fil de ces solutions, et notamment dans la deuxième partie de notre émission. Je voudrais qu'on reste quelques instants sur cet état des lieux et qu'on tire le fil que vous avez commencé à tirer des risques. Alors on a bien compris qu'il y a des risques pour la santé, il y a des risques pour la planète, il y a des risques sociaux. Si on devait faire la liste de Prévert de tous les risques qu'on courait. Alors, allez-y Philippe. Je commence. Le risque, on l'a vu, il y a déjà quelques années avec ce qui avait été appelé les émeutes de la faim, qui se sont traduits par des mouvements et des migrations. On connaît l'importance des migrations sur la planète, et il ne faut pas imaginer que les pays du Nord, avec une forme de souveraineté alimentaire qui serait organisée pour leur propre compte, dans un contexte où la faim va augmenter, pourront se prémunir de ces migrations. Donc il y a une question d'équilibre global de la planète qui est majeure. Après, il y a les questions, ça a été dit par Serge, de malnutrition. Et la malnutrition, c'est ceux qui ne mangent pas assez. On a, malgré les chiffres évoqués tout à l'heure, on a encore aujourd'hui sur la planète 1 personne sur 3 qui est malnutrie. Le malnutri, c'est pas assez, c'est trop. C'est aussi les maladies chroniques, l'obésité. Les projections des démographes, c'est 1 sur 2 en 2050. C'est considérable. Donc c'est de la santé, c'est de la société, c'est de l'équilibre politique. C'est vraiment au cœur, j'allais dire, de l'équilibre de la planète, la question de l'alimentation. Et de la survie de l'espèce telle qu'elle est. Sarah? Et sur les grands enjeux, je dirais que nous, en tant qu'agriculteurs, le principal risque, ça va être surtout, entre guillemets, le dérèglement climatique. Pas forcément réchauffement, mais dérèglement, puisque pour schématiser, avant, nous avions 4 saisons, automne, hiver, printemps, été. Maintenant, on s'oriente davantage vers une saison sèche suivie d'une saison des pluies, où on voit un accroissement et une intensification des phénomènes, que ce soit des phénomènes pluvieux ou de sécheresse. Donc, dans ce contexte-là, c'est comment peut-on demain continuer à produire alors qu'on a des températures très élevées en été. Donc même là, en termes de physiologie végétale, il y a certains végétaux qui ne pourront plus pousser, et avec des inondations très importantes pendant l'hiver. Et nous le touchons du doigt, nous, directement, en termes de production. Et là, ça renvoie en revanche directement à la question des solutions, parce que le climat tel qu'il est, alors on
peut essayer de faire plein d'efforts pour ralentir ce réchauffement climatique, voire pour l'arrêter, mais il va falloir quand même quelques années et une politique sans doute beaucoup plus vigoureuse que ce qui est mené en ce moment au niveau mondial. Qui devrait être tenu par l'ensemble de la population, pas uniquement les agriculteurs. Il faut que tout le monde bouge sur ce dossier-là. Alors ça, on va en parler aussi de comment mobiliser les gens. Marc Dufmier, vous vouliez ajouter quelque chose sur les risques ? Oui, ben c'est clair, les agriculteurs vont devoir s'adapter à la fois à un réchauffement climatique global, mais surtout un dérèglement climatique, c'est-à-dire un climat de plus en plus aléatoire, avec une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes. Donc un climat de plus en plus chaotique. Ce qui va vouloir dire que les agriculteurs vont devoir diversifier leurs activités pour avoir des revenus plus résilients, ne pas dépendre que d'une seule production, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça va dans le sens d'une diversification. Et notre agriculture, que je qualifierais volonté d'industrielle, c'est trop spécialisé. Et ça, aujourd'hui, nous le payons effectivement très cher. Puis ensuite, effectivement, la qualité des aliments. Si on pouvait s'éviter, alors en France, en principe, il n'y a pas d'hormones dans le lait, mais si on pouvait s'éviter les antibiotiques dans la viande, les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, ce serait quand même pas mal. Ce serait quand même mieux. Serge, vous vouliez compléter ? Oui, je comprends très largement sur Marc. On est tout à fait dans la problématique. Et je la vois donc en Asie notamment et en Chine, où en ce moment, avec finalement, on a une grosse épidémie aussi qui a concerné pas que les humains, mais les cochons, avec la peste porcine africaine qui a finalement en 2019 a détruit l'ensemble des élevages, ou pratiquement des élevages chinois, vietnamiens, laotiens, cambodgiens. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? Ça y est, la Chine a redémarré complètement son élevage et produisent maintenant, fin d'année, plus de porcs dans des fermes industrielles qu'ils n'en produisaient avant dans des fermes, petites fermes d'élevage traditionnel en fin 2019. Donc là, c'est vraiment très clair. Et là, finalement, on est vraiment dans ce système-là, c'est-à-dire qu'on le voit bien au niveau santé, la résilience, mettre la résilience des systèmes agricoles, ça permet en même temps d'avoir une résilience sociale, une résilience écologique, mais en même temps, c'est une résilience au facteur de risque sanitaire pour les humains, pour les animaux et en même temps pour les plantes. On est abreuvé, on voit qu'aussi en même temps que des épidémies qui concernent la santé des plantes. Donc on est vraiment dans un monde connecté, un monde où on fait tout bouger. Avant, les animaux, ils pouvaient bouger librement. Je reprendrai un exemple d'un collègue agronome. Il pouvait librement bouger dans le fer, dans le pré. Maintenant, ils ne peuvent plus bouger. Ils sont dans des fermes agro-industrielles et on les balade sur l'ensemble de la planète. Et en même temps, les épidémies sortent. Je vous rappellerai qu'en 2009, la grippe porcine, qu'on ne doit plus appeler la grippe porcine, elle est quand même sortie d'une méga ferme nord-américaine. Merci beaucoup, Serge Morin, et merci à vous quatre. J'ai quand même une petite question. Alors, sur l'état des lieux, j'ai une question fin du mois versus fin du monde, parce que dans cet état des lieux, il y a l'action publique. Or, l'action publique, on ne peut pas dire qu'elle soit nulle et inexistante. L'État essaye de faire des choses, l'Europe essaye de faire des choses, les organisations internationales essayent de faire des choses. Mais quand on voit, par exemple, tout récemment, que le gouvernement français rétablit l'usage des néonicotinoïdes pour certaines catégories de production, est-ce qu'on est dans le mal nécessaire ? Parce qu'à un moment donné, il faut sauvegarder une filière, sauvegarder des personnes qui en vivent, qui ont besoin de ça pour s'alimenter, ou est-ce qu'on est là encore dans finalement le recul, l'éternel recul et finalement une forme d'hypocrisie du gouvernement. Et peut-être là-dessus, je voudrais, vous vous emparez déjà du micro, Sarah, et je veux bien vous entendre en premier là-dessus, parce que vous êtes concerné aussi en tant qu'agriculteur, enfin, pas forcément vous, mais par vos collègues agriculteurs. Je dirais qu'il ne faut pas non plus se tromper de débat. Il ne faut pas oublier la sécurité sanitaire et alimentaire. Aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé avec le Covid, imaginons que demain on ait des frontières fermées ou autres, on mange quoi ? Et n'oublions pas non plus d'où nous venons. Moi, personnellement, j'ai encore mon grand-père qui a 93 ans. Il me raconte qu'à l'époque, il se partageait une boule de pain en 7. Personnellement, je n'ai pas envie de vivre ça. Et je dirais que l'homme a toujours lutté quelque part contre la nature. La nature n'est pas toujours aussi bonne que ce que l'on veut nous le faire croire. Il y a trois histoires qui peuvent illustrer ça. C'est celle qu'on nous racontait quand on était petit. La première, c'est celle du petit poucet. La vraie version du petit poucet, c'est je perds mes enfants dans la forêt parce que j'ai rien à leur donner à manger. Deuxième histoire qu'on nous racontait, c'était celle du chaperon rouge. Le chaperon rouge, c'est fait, la grand-mère, le loup a mangé la grand-mère. Donc là, c'est pour nous montrer aussi par rapport à tout ce qui est problématique loup et ours. On peut en parler aussi. Et enfin, dernière histoire, celle des 3 petits cochons. Vous remarquerez que ce n'est pas celui qui avait la maison écolabellisée en paille qui a survécu. Il a fallu lutter et se protéger contre la nature. Donc,
chercher, nous, en tant qu'agriculteurs, à diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires. Je pense que nous sommes les premiers concernés, puisque d'une part, ça a un coût sur nos exploitations. On ne va pas balancer ou arroser nos plantes de produits phytosanitaires, comme cela est dit. Dans certains cas, c'est votre santé aussi. Oui, on cherche vraiment à les limiter. Et aujourd'hui, on s'oriente davantage vers tout ce qui est biocontrôle et nutrition de la plante. C'est-à-dire qu'on considère que si une plante est correctement nourrie, on va travailler davantage sur les oligo-éléments, elle sera plus résistante aux ravageurs. Mais n'oublions pas non plus qu'avec le dérèglement climatique, certains ravageurs deviennent d'autant plus virulents qu'ils ne sont pas éliminés pendant l'hiver avec les périodes de gel que l'on connaissait auparavant. Ce qui renvoie à ce que vous disiez sur les saisons. Marc Dufumier, vous voulez compléter? Est-ce que vous avez le sentiment que la prise de conscience et le passage à l'action sont suffisamment robustes, à la fois de la part du gouvernement, au moins parlons de l'Europe, et si ce n'est du monde? Non, c'est très largement insuffisant. On reste encore sur l'idée de la compétitivité et de la spécialisation sont les avantages comparatifs. C'est-à-dire on essaye d'avoir des filières de production qui produisent au moindre coût monétaire, mais au prix d'une mécanisation, d'une motorisation, d'une robotisation et d'une chimisation, ça a été dit, accrue, d'une spécialisation accrue. On arrive à produire du lait pas cher, mais ça nous coûte très cher, il faut retirer les algues vertes du littoral breton. On a un pain pas cher, mais ça nous coûte très cher pour que l'eau du robinet n'ait pas d'atrazine. Donc il y a des quantités de coûts cachés, les économistes appellent ça des externalités négatives, qui ne sont pas dans le prix du produit. Et tant que nos raisonnements, nos comportements d'achat ou des comportements de production seront indexés sur des prix ainsi établis, eh bien, effectivement, ça nous coûte très cher. Donc il faut remettre ça en cause. Et là, c'est des questions de politique agricole et d'accords internationaux qu'il faudra sans doute remettre en cause. Et là, on ne va pas assez loin. Ça renvoie quand même à une question qui est récurrente quand on parle de tous ces enjeux-là, qui est la manière de compter. Puisque vous parliez des externalités négatives, c'est aussi la façon dont on décrit la richesse, le dynamisme d'un pays, le PIB qui décrit correctement un certain nombre de choses, mais pas tout, et les hypothèses qui circulent mais depuis bien une vingtaine d'années dans les instances internationales aujourd'hui en disant qu'il faudrait compter autrement pour inciter les gens à faire autrement. Oui, et si vous permettez, même en termes monétaires, aujourd'hui, par exemple, la jaunisse de la betterave, les usines sucrières ont fermé avant la jaunisse. C'est-à-dire que la betterave à sucre aujourd'hui, telle qu'elle est produite, avec néonicotinoïdes, n'est déjà pas rentable pour faire de l'éthanol ou du sucre en compétition avec la canne à sucre. Des poulets élevés avec du maïs et de soja brésilien ne sont pas compétitifs sur le marché international avec des poulets brésiliens. La poudre de lait de Carré, on a vu l'usine qui n'a jamais fonctionné à plus de moitié de sa capacité, l'usine de déshydratation du lait, pour être exportée vers la Chine, ne peut pas être compétitive avec du lait de Nouvelle-Zélande. Donc même en termes monétaires, la France, l'Europe de l'Ouest d'une façon générale, n'a aucun avantage compétitif. On est contraint, y compris en termes monétaires, de tout changer. Oui. Philippe, un mot, Sarah, et ensuite on termine avec Serge. Je pense que l'une des difficultés qui est liée à ce que vous décrivez, c'est la grande difficulté de la transition agroécologique à l'échelle mondiale, c'est que progressivement, il y a un consensus, en tous les cas des scientifiques, de plus en plus d'acteurs reconnaissent à la fois l'urgence climatique, ce qui va se passer d'ici 2050, ce qu'on évoquait, mais la question c'est qui change en premier. Et donc tout le monde, on est dans un monde ultra-libéralisé, il y a quand même une circulation mondiale des produits alimentaires, donc la compétition économique, elle se fait sur les coûts microéconomiques d'aujourd'hui. Tous les acteurs disent oui, il faudrait aller vers ça. La question, c'est qui y va et comment. Et le sentiment, malheureusement, qu'on peut avoir, c'est que les économies se regardent et continuent de se bagarrer sur une compétition qui tient pas compte de ses externalités, en attendant que les autres bougent. On mène pas le bon combat. Et c'est ça l'enjeu de la transition. Sarah et Serge, d'un mot, puisque évidemment là vous êtes déjà en train de vouloir parler tous des solutions qui sera le sujet de notre prochaine émission. Juste un rajout que je tiens à préciser aussi, l'enrobage de semences en néonicotinoïdes, pour nous ça a été une avancée parce que ça a évité de faire plusieurs insecticides en plein air qui auraient eu beaucoup plus d'impact. Et encore une fois, je pense qu'il faut être fier des producteurs français, parce que nous avons l'agriculture française aujourd'hui qui est vraiment propre, saine et durable, et n'oublions pas que les consommateurs aussi, ou les citoyens en général, utilisent des produits phytosanitaires. J'en veux le fipronil, qui est utilisé sur les chats et les chiens, qui nous a été interdit, nous, en agriculture, depuis plusieurs années. Donc on nous a fait des restrictions. Vous aimez bien les histoires qui viennent de loin. Vous nous avez fait les comptes. On a les trois petits cochons, et puis là, on a la paille et la poutre. On a les pratiques au champ où on va nous contraindre, nous, agriculteurs, et nous enlever nos facteurs de production, et à l'opposé, en maison, en usage domestique, on va utiliser ces mêmes matières actives qui nous ont été interdites. Donc n'oublions pas ça non plus. Alors on ne l'oublie pas. Serge, et ce sera le mot de la fin de cette première émission. Alors moi je me dirais que je suis plutôt peut-être un peu comme Marc, un pessimiste aguerri par mon combat, c'est-à-dire que je vois généralement le verre à moitié vide quand la plupart le voient à moitié plein. Je pense qu'au vu de justement de la qualité,
on devrait faire beaucoup mieux. Si on est si bon que ça, on devrait faire beaucoup mieux, on devrait faire la transition. Et aussi, on a peut-être un peu ce mirage technologique que je vois beaucoup en santé, c'est-à-dire que voilà, on aura toujours le vaccin, la molécule, tout ça qui va pouvoir nous sauver sans arrêt. Et finalement, à chaque fois qu'on a une épidémie, chaque fois qu'on a tout ça, on a des coûts énormes et finalement, on les mesure en tant que coût de l'inaction. Et c'est pour ça que je reviens aussi, si on ne change pas notre modèle économique, si on ne remet pas l'agriculture et le modèle agricole et les agriculteurs au centre du système, dans une vision économique territorialisée, nationalisée, et finalement pour mieux recomprendre cette globalisation, là oui, on va pas nourrir très bien la planète. Qui changer en premier? Comment changer ce système? Ce sera le sujet de notre deuxième émission. Merci beaucoup à Philippe Mauguin, Sarah Singla, Marc Dufumier, Serge Morand. Vous avez quasiment tous publié des livres. Je recite, allez, Marc Dufumier, L'agroécologie peut nous sauver, c'était chez Actes Sud, et De la terre à l'assiette chez Alary Éditions. Serge Morand, L'homme, la faune sauvage et la peste chez Fayard en 2020. C'était Innov Actuel, le magazine de l'innovation. Nourrir 9 milliards d'humains. On se retrouve pour une deuxième partie avec les mêmes invités, et cette fois, on va passer du pessimisme aguerri par l'expérience ou par le combat dont parlait Serge Morand, peut-être à l'optimisme, puisqu'on va parler solutions et utopie. Novacteur, c'est notre rendez-vous sur l'innovation par ceux qui la font. Être notre Novacteur du jour, c'est vous, Aymeric Molin. Bonjour. Vous êtes ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Vous vous êtes mis en disponibilité de la fonction publique il y a 3 ans maintenant. Vous gérez une exploitation agricole familiale de 815 hectares où vous développez des solutions innovantes, rentables, respectueuses de l'environnement, et vous êtes directeur général d'Elicit Plant. Elicit Plant, point d'interrogation. À vous la parole. Donc effectivement, on est acteur de l'innovation pour l'agroécologie, et comme vous le dites, je suis agriculteur, et les 2 défis auxquels je suis confronté en tant qu'agriculteur, c'est finalement l'adaptation au changement climatique d'une part, et la moindre utilisation des produits phytosanitaires tout en produisant des denrées de qualité. Donc c'est quelque part une 3e voie entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Et avec Elicit Plant, on porte une innovation de rupture, qui est l'apport exogène de phytostérol dans les plantes. Alors, pour faire très simple, on fait appel à des mécanismes naturels qui permettent de réduire la sensibilité des plantes au stress hydrique en diminuant leur consommation en eau et une moindre sensibilité aux maladies, et du coup la possibilité de diminuer les fongicides. Et donc, les résultats que l'on a en champ, au-delà des résultats qui sont obtenus en laboratoire, en champ on l'a testé depuis 3 ans, et on a des moindres consommations d'eau sur le soja, le maïs et le tournesol, qui, selon les semaines où on l'observe, peuvent aller de 10 à 30%, et avec des gains de rendement à la fin de 5 à 15%. Donc ça permet à la fois d'économiser l'eau et de gagner en rendement, parce que dans les périodes de sécheresse, la plante qui a reçu le produit continue à être alimentée en eau. Et concernant les maladies, on ferme la porte à l'entrée des maladies dans les plantes, et on observe, notamment sur la vigne, qui est une plante extrêmement présente dans la région, que l'on diminue l'intensité des maladies, notamment le mildiou, ce qui permet à la plante de mieux lutter, d'avoir moins besoin de produits phytopharmaceutiques. Et dans les expérimentations que l'on a menées en 2019 et en 2020, on est passé d'un itinéraire de référence avec 8 traitements à 3 traitements que l'on concentre sur la période de floraison de la vigne, et ce qui permet évidemment de diminuer la pression de l'utilisation des produits phytosanitaires dans cette culture qui est particulièrement décriée concernant l'usage des produits. Et le dernier point, c'est quand même Nouvelle-Aquitaine, ce territoire de fertilité pour les startups, parce qu'on est une jeune startup, le parcours de recherche est long, et en Nouvelle-Aquitaine, on a réussi à trouver tout un ensemble de choses qui nous ont permis de mettre cette innovation bientôt sur le marché en 2021, grâce à la région de Nouvelle-Aquitaine et l'État qui s'est particulièrement mobilisé sur notre projet. Aymeric Molin, merci. J'ai 3 questions rapides. La première, à quel moment dans votre parcours se fait le déclic où vous vous dites voilà, il faut faire de l'agriculture, il faut la faire comme ça? Alors, dès mes études, en fait, j'étais sensibilisé vraiment à ces 2 aspects-là, et j'ai été travailler justement aux États-Unis, dans les plaines centrales, où il y avait un gros problème de stress hydrique, et je voulais voir comment ce pays-là s'adaptait. Je faisais de la recherche agronomique sur le stress hydrique dans les années 90. J'ai travaillé au ministère de l'Agriculture australien également pour
observer comment ce pays, très marqué par les sécheresses très régulières, s'adaptait, faisait de l'agriculture dans ce contexte-là. Et j'avais envie de trouver des solutions au-delà de l'irrigation, qui est une pratique certes ancestrale, mais qui pose des difficultés de ressources en eau. Et donc je voulais trouver des solutions et j'étais heureux de pouvoir en faire. Ma deuxième question, c'est si j'étais un agriculteur ou une agricultrice qui ne fait pas, ou qui n'a pas la même attention à ces questions de respect de l'environnement et particulièrement stress hydrique, si vous vouliez me convaincre, vous me diriez quoi là en quelques instants? Je dirais, venez dans les plateformes, venez voir ce qu'on fait, ça s'adapte à des moyens techniques normaux, on ne demande pas de bouleverser un système. La transition, c'est très compliqué quand vous demandez la révolution. Il faut que ce soit progressif, et nous, la solution que l'on va proposer s'adapte complètement au système agricole actuel pour aller vers cette troisième fois. Je ne demande pas une révolution, donc c'est beaucoup plus facile à prendre. Alors là, vous m'avez parlé en tant qu'agriculteur ou agricultrice. Je l'ai dit, vous êtes haut fonctionnaire. Au début, vous connaissez par cœur les arcanes du secteur public, aussi bien de l'État que des régions. Est-ce que culturellement, et là je ne parle pas des citoyens français, je parle de la culture du service public, est-ce que culturellement la France est prête à révolutionner son agriculture ? Alors, je pense qu'elle est prête. En même temps, la réglementation est une vraie difficulté pour faire de l'innovation, parce que la réglementation s'appuie sur d'anciennes réalités. Forcément, elle regarde le passé. La réglementation, elle a beaucoup de mal à s'adapter au futur. Et aujourd'hui, il y a une vraie difficulté entre la volonté des dirigeants et en même temps la réalité de la réglementation qui doit subir de grandes mutations, pouvoir s'adapter aux innovations comme la nôtre. Donc de gros enjeux. Aymeric Mollin, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Vous avez donc repris cette exploitation familiale, 815 hectares, où vous développez ces solutions, et donc directeur général de Elicit Plant. C'est le nom de la start-up qui, grâce à la Nouvelle-Aquitaine, si je vous ai bien compris, est en train de prospérer. C'était Novacteur sur Novac TV, le rendez-vous sur l'innovation par ceux qui la font.